Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir les composants Angular en détail. On commence par une définition des composants au sens Angular du terme. Alors un composant, qu'est-ce que c'est et pourquoi faire? Un composant, c'est une unité de découpage visuel et on va découper en fait toutes nos applications en différents composants qui peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise ce principe de composant? À l'origine, un projet web se constitue en fait d'un lot de fichiers HTML, CSS et JavaScript. Si vous n'utilisez aucun framework, vous allez devoir classiquement regrouper vos fichiers HTML entre eux, vos fichiers CSS entre eux et vos fichiers JS entre eux. Le problème de ce genre d'architecture, c'est qu'on peut difficilement retrouver quel fichier JS est relié à quel fichier, et quel fichier CSS est relié à quel fichier aussi HTML, puisque le HTML permet de faire le lien entre le script, les feuilles de style et le template. Donc l'idée des composants, c'est de rejoindre entre eux la portion de HTML, la portion de script JS et la portion de CSS qui vont ensemble. Comme ça, rien qu'avec la structure de nos dossiers, on va pouvoir avoir un petit peu de sémantique qui nous permet de retrouver euh, une logique et de regrouper ensemble tout ce qui va ensemble. Donc c'est le découpage par composant en opposition au découpage par langage qui n'apporte que très peu de valeur dans la structuration des dossiers. Un composant, qu'est-ce que c'est? Un composant, c'est défini dans Angular par un ensemble de fichiers. On a pu le découvrir dans notre vidéo des premiers pas. Et on peut voir ici ce qu'on obtient. On a 4 fichiers, un CSS, un HTML, un TypeScript et le fichier test facultatif qui nous permet de faire des tests unitaires sur ce composant. On va voir maintenant comment générer un composant. Et pour ça, on peut utiliser simplement la CLI, accessible via la commande ng, ng generate component, le nom du component. On peut optionnellement passer un chemin avant de donner le nom à cet endroit-là, si on a envie que le composant soit généré dans un dossier particulier. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va faire appel à la CLI pour générer nos différents fichiers, on peut utiliser cette notation raccourcie. Donc, le generate se raccourcit en écrivant simplement G, et on peut écrire la première lettre du type de fichier qu'on génère. Ici, un composant, ça peut se simplifier en simplement C. Donc si j'écris NGGC, je vais générer un composant. Il faut savoir que tous les fichiers dans Angular suivent une certaine convention de nommage. Et pour le cas des composants, cette convention de nommage est la suivante. On a le nom du composant, .component, le type de fichier. Donc on aura le .ts, .html, .css, .spec.ts. Alors il faut faire attention à ne pas répéter component dans le nom du fichier. Vous voyez qu'ici quand je fais générer un component todo. Mais en fait ça va me générer le todo.component.ts par exemple. Si ici j'écris todo component, le problème de ça, c'est que je vais avoir todocomponent.component.ts et le nom de la classe de mon composant sera todocomponent component, puisque le component qui fait partie du nom de classe est rajouté à la génération par Angular. Donc pour bien respecter le principe dry, don't repeat yourself, selon les recommandations du guide de style Angular, il ne faut jamais écrire component à l'intérieur du nom du composant. C'est une erreur récurrente, donc je vous le précise. Passons maintenant à la structure d'un composant. Observons déjà la structure du fichier côté TypeScript. Vous pouvez voir que en haut, on a une zone d'import. Donc ici, ce sont les imports TypeScript qui nous permettent tout simplement de amener des dépendances dans notre fichier. Par exemple, ici, j'utilise l'interface onInit dans mon component. Elle est présente dans le package Angular Core, donc pour pouvoir m'en servir, il faut que je l'importe. Pareil pour le décorateur du component qu'on a ici.
il faut d'abord que je l'importe avant de pouvoir utiliser ce décorateur. Donc ici, vous observez qu'on a la metadata, donc le décorateur du component est empli de trois metadata, le selector, le template URL et le style URL. Si on observe en détail, le selector, c'est le nom de la balise qui va me permettre de demander l'instanciation du component. Le template URL, ça va être le nom du fichier HTML qui est relié à ce composant. Et style URL, qui est un tableau, ça me permet de lier un ou plusieurs fichiers CSS à ce component. En dessous, dans component class, j'ai en fait la classe TypeScript qui est comprise comme étant un component grâce à ce décorateur. Donc à l'intérieur de ma classe TypeScript, je peux y mettre tout ce qu'on trouve dans une classe en général, c'est-à-dire des attributs, ici j'en ai pas mais ils iraient au-dessus du constructeur, des méthodes comme ngOnInit mais je peux en rajouter aussi, et un constructeur. Donc là c'est ce que je vous disais, le décorateur component nous permet d'identifier la classe qui est juste en dessous comme étant un component. Et c'est comme ça que Angular va pouvoir instancier le component là où on le veut, etc. Si je ne mets pas ce décorateur, je pourrais en aucun cas utiliser mon component en tant que component. Je pourrais me servir simplement de cette classe comme étant une classe TypeScript, mais il manquera l'information que c'est un component. Donc ici, je vous ai écrit les trois métadatas obligatoires. Il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont optionnels, mais il y a le selector, le template URL et le style URL qui sont au minimum requises pour pouvoir faire tourner votre composant. Maintenant, regardons un petit peu de plus près la syntaxe du template d'un composant, c'est-à-dire le fichier component.html. On peut voir en fait que c'est simplement du HTML standard. Donc ici, vous remarquez les balises H2 de titre, paragraphe, le I, une liste non ordonnée UL qui contient des LI, et on remarque aussi qu'il peut y avoir des notations au sein de ce fichier qui n'ont rien à voir avec du HTML. Notamment ici ce app hero detail qui est simplement l'appel à un composant Angular. Donc il faut savoir que Angular est rétrocompatible HTML, on va dire. Donc le HTML va toujours être compris dans vos templates Angular, mais vous pouvez y ajouter sur ce HTML, enrichir votre HTML avec des directives ou autres notations Angular. Ici, vous pouvez noter la présence de la directive ngFor, l'event binding click. Ici, vous avez un exemple de pipe qu'on verra dans un chapitre un peu après, une interpolation. Tout ça n'a rien à voir avec du HTML. C'est vraiment des notations Angular qui me servent à enrichir mon HTML. Alors maintenant, comment demander l'instanciation d'un composant via Angular? C'est tout simplement ce qu'on avait vu à l'intérieur du premier diapo. Donc, on doit déjà déclarer notre component à l'intérieur du module qui va l'utiliser. Donc, généralement, c'est dans le app module, notre module racine, quand on débute, que on va ajouter le component. Comme ça, ce component, to-do component qu'on a créé, pourra être utilisé au sein de mon app module. Donc, par exemple, ici, j'ai mon app component et mon to-do component qui sont déclarés dans le module. Donc mon app component va être chargé en composant racine grâce à sa présence dans la metadata bootstrap. Et donc après, mon app component pourra instancier ou demander l'instanciation via le sélecteur de n'importe quel autre component qui est déclaré dans le module. Donc ici, mon to-do component, étant donné que j'ai que ces deux-là, va probablement être instancié, ou son instanciation va être demandée par le app component. Donc dans mon app component, je m'attends à trouver une balise app to-do ou quelque chose du genre qui demandera l'instanciation de ce component. Deuxième chose à faire, une fois qu'il est déclaré dans le module, c'est demander son instanciation, comme je vous disais. Donc à l'intérieur de app component HTML, il faut que je précise à quel endroit je veux demander l'instanciation de mon composant. Donc ici, à l'intérieur d'une div, je charge le contenu de mon to-do component grâce au sélecteur app to-do. Il faut savoir que quand vous faites générer le composant, il est automatiquement ajouté à votre app module par défaut. Donc normalement, vous n'avez pas à faire cette opération à la main.
Mais si vous avez certains problèmes, par exemple si vous supprimez un composant, il ne se supprimera pas tout seul des déclarations, donc il faudra venir dans le module pour l'enlever vous manuellement. On va voir maintenant comment le bootstrapping fonctionne. Donc, je vous ai expliqué que le app component était chargé à l'intérieur du app module et on a vu dans le chapitre sur la structure d'un projet Angular qu'on avait un main.ts qui nous charge notre app module à la base. Donc, je vais essayer de démystifier tout ça, même si c'est une notion un petit peu complexe, pour que vous compreniez comment est-ce que Angular fait pour charger notre projet au fur et à mesure. Donc on commence par exécuter le main.ts dans l'ordre. Et ce main.ts va être celui qui a pour rôle de nous charger le app module. Donc ici, vu qu'on a app module dans Bootstrap module, c'est ce module app module qui va être utilisé ou déclaré au début du démarrage de notre projet. C'est le seul module qui sera disponible au démarrage. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe, on a en fait notre app module qui va déclarer tous les components qui doivent être présents dans ce fameux app module qui est chargé au démarrage. Et il n'y a pas forcément de relation de hiérarchie au niveau de ces composants si on regarde strictement leur TS, donc leur partie TypeScript. Donc mon app module charge app component, tout comme il charge le grid component ou un to-do component par exemple, sans forcément qu'il y ait de distinction de hiérarchie entre ces déclarations de composants. Donc le tout, c'est que tous les composants que je veux utiliser soient présents dans le module. Par contre, si on regarde du côté des HTML, on a une hiérarchisation qui se met en place. On sait que mon app component est déclaré comme étant mon composant racine. Donc il va forcément se retrouver à la base. C'est-à-dire que c'est mon app component qui va être chargé dans le index.html à la base. Et ensuite, ce app component va lui-même charger des sous-composants. Donc c'est des composants qui composent app component. On va voir tout ça en détail juste après. Mais du coup, dans ce genre de cas, on peut dire que mon grid component est un enfant du app component, ou que le app component est un composant parent du grid component. Alors il faut faire attention à ne pas mélanger ça avec de l'héritage. On n'a pas vraiment d'héritage objet qui se met en place. On parle quand même de parent-enfant pour bien spécifier que c'est app qui a demandé l'instanciation du grid component, mais il n'y a pas d'héritage d'attributs ou de valeurs entre ces deux components. Donc on va essayer de préciser un petit peu tout ça dans cette partie organisation des vues, qui va nous permettre de rajouter un petit peu de vocabulaire pour bien comprendre comment s'architecture ces composants. On gère l'affichage de la vue en associant un template HTML à notre composant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusque-là. On a toujours un template qui est associé à un composant TypeScript. Et en général, on fait du data binding entre les deux pour faire s'échanger les données, comme avec la directive ngModel, la directive ngIf, une interpolation. On va toujours faire communiquer ces deux fichiers. Mais il faut savoir qu'un composant peut contenir un autre composant. C'est ce qu'on fait quand on demande l'instanciation, par exemple, de todo dans notre app component. Ça crée une hiérarchisation entre nos vues. Donc ce schéma-là, on appelle ça un arbre de composants. Ça nous permet de représenter une hiérarchie entre différents components. Donc là, je peux voir que le grandchild component, son instanciation a été demandée par le child A component. Son instanciation à lui a elle-même été demandée par mon root component, donc mon app component. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement d'avoir demandé l'instanciation de child A, par exemple, à l'intérieur de root? Ben, en fait, ça va faire que mon child A va être affiché à l'intérieur de mon root. Donc si on va par là, ça veut dire que quand je charge mon root component, donc mon app component, je vais avoir demandé l'instanciation de A qui lui-même a demandé l'instanciation de grandchild. Et en chargeant root, j'aurai aussi demandé l'instanciation de B. Donc tous ces composants, si je charge mon app component, vont être présents à l'écran. On va rajouter un petit peu de vocabulaire pour clarifier tout ça. Le template qui est directement associé à un composant est appelé la vue haute du composant.
Donc on peut dire que le template, donc app component HTML par exemple, est la vue haute du component app, qui va être contenu dans le app component.ts. On peut dire que le child A template, qui sera dans child a.component.html, est la vue haute du child A component, qui sera dans le child a.component.ts. Mais comme mon composant app, qui est tout en haut ici, contient d'autres vues qui lui sont fournies par les composants enfants, on va aussi parler de vue embarquée. Puisque quand je charge mon root component, je n'aurai pas que la vue du root template, j'aurai toutes ces vues-là. Donc, on parle de vues embarquées, c'est toutes les vues qui sont hébergées par d'autres composants dans desquels on a demandé l'instanciation. Donc ici, par exemple, on pourrait dire que child A template, grandchild template et child B template sont des vues embarquées dans le root component. Donc c'est ça qu'on représente quand on dit que tel composant est parent de tel autre composant. C'est pas un héritage au sens objet, c'est juste une hiérarchisation des vues, et on parle de vues hautes et de vues embarquées si on a envie de clarifier pour éviter la confusion avec le terme d'héritage ou de parent-enfant. Ici, vous pouvez voir notamment un arbre de composants qui représente ce qu'on pourrait retrouver dans un projet. Donc mon app component demande l'instanciation du home component, qui peut être potentiellement la page d'accueil, et à un autre endroit de mon app component, je retrouve un compte component qui va me permettre par exemple l'affichage d'un compte bancaire. Ce home component, lui, est composé du coup de sa propre vue haute, mais il embarque aussi les vues de deux autres composants enfants, qui sont le dashboard component et un message component. Mon compte component, quant à lui, demande aussi l'instanciation de deux composants, donc les vues embarquées de info component et message component seront embarquées dans compte component. C'est-à-dire que quand je charge mon app component à l'écran, ce qui se fait généralement au démarrage, on va à l'intérieur de ce app component voir apparaître plein de sous-composants. On va voir que app component est divisé en deux, mon home component et mon compte component, qui eux-mêmes sont divisés en deux au sein de leur vue, qui contiennent dashboard component, message component, info component et message component pour le compte. Donc vous remarquez que on peut tout à fait demander l'instanciation d'un composant enfant plusieurs fois. Ici, mon compte component a placé le sélecteur du message component pour demander son instanciation. Le home component a fait exactement la même chose. Donc quand je chargerai mon app component, j'aurai deux instances de message component qui ne seront pas placées au même endroit dans ma vue, mais deux instances de mon message component qui tournent. On pourrait imaginer que message component sert à laisser un commentaire ou à poster un message. J'aurai deux endroits dans ma page où ce sera possible, une fois au sein du compte component et une fois au sein du home component. On va parler maintenant de data binding, puisque ces templates et le composant qui leur est associé, il va falloir les faire communiquer entre eux. Un template tout seul ne fait pas grand-chose, et Angular nous permet de facilement faire des liaisons entre un template et son composant pour pouvoir faire communiquer tout ça. Donc, quand on parle de data binding, on a deux termes. On peut parler de two-way data binding, ça veut dire que la valeur peut aller dans les deux sens, ou on parle de one-way data flow, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un sens de communication. Donc, on a vu par exemple dans une vidéo précédente l'interpolation. L'interpolation, c'est quand la valeur qui transite part du component, donc côté TypeScript, et transite vers le DOM, vers notre template, donc HTML, pour être affiché. C'est la notation des doubles accolades. Hormis pour l'interpolation, on a toujours une syntaxe qui est à privilégier ou qui est utilisée plutôt par Angular. Donc quand vous voyez la notation des crochets, ça veut dire que ça va dans le sens component vers template. Si vous voyez la notation des parenthèses, ça veut dire qu'on va du DOM vers le component. On va prendre pour ça l'exemple
les trois exemples qui sont ici pour clarifier tout ça. Ici, par exemple, je mets des crochets sur un élément de mon DOM. Ça veut dire que la propriété que j'ai mis à l'intérieur des crochets va recevoir une valeur qui vient du component. Donc mon component ici va envoyer une valeur au DOM pour qu'il puisse s'en servir sur un certain élément sur lequel j'aurais posé ces crochets. On a vu aussi l'event binding. L'event binding, c'est bien une action de l'utilisateur ou un événement levé par le DOM qui va faire réagir le component côté TypeScript. Donc dans ces cas-là, vu que la data va dans ce sens-là, on va mettre les parenthèses. Et il y a des fois, comme on l'a vu pour la directive ngModel, où la data peut naviguer dans les deux sens. C'est-à-dire pour ngModel, c'est quand je relie une variable à une valeur d'un input, et si je modifie la valeur de l'input, alors ma variable change de valeur, et si je modifie ma variable, alors la valeur de l'input est changée aussi. Donc puisque ça va dans les deux sens, on parle de liaison bidirectionnelle ou de two-way data binding, on va avoir cette notation des parenthèses à l'intérieur des crochets pour bien spécifier qu'on est en train d'autoriser une liaison dans les deux sens. Cette notation, elle a un nom rigolo, elle s'appelle banana in a box. Ça vous permet de vous rappeler que les parenthèses vont à l'intérieur des crochets, c'est la banane à l'intérieur de la boîte. Si on spécifie ça avec un peu plus de détails en exemple, on peut voir ici que mon app hero detail qui est un composant, je lui passe une valeur qui vient de mon DOM. Donc je lui passe une propriété que j'appelle hero et je vais aller chercher cette valeur dans mon composant. J'aurai donc dans mon composant côté TypeScript une valeur, un attribut qui s'appelle selectedHero qui contiendra une valeur. Et je veux passer cette valeur à mon composant dans la propriété hero. Donc là, on part bien du composant et on va vers le HTML. Je peux faire aussi dans l'autre sens. Ici, j'ai un bouton et si je clique sur le template, je veux que ça envoie une information à mon composant côté TypeScript. Donc dans ce cas-là, on a bien la notation des parenthèses et l'event binding click appelle la méthode selectHero du composant lors d'un clic sur le bouton. On a aussi l'interpolation, qui est une notation à part entière, un peu à part du reste, mais qui va bien aussi du composant côté TypeScript vers mon template pour un affichage. Donc dans ce cas-là, l'interpolation hero.name affiche la valeur de la propriété hero.name du composant dans mon bouton. Un autre exemple avec du two-way data binding cette fois-ci, c'est sur la directive ngModel qu'on a déjà vu. Donc ici, on relie la propriété name de mon attribut hero à la valeur de cet input. Donc si l'un des deux change, l'autre est modifié en temps réel. Voilà, c'est tout le minimum que vous avez à savoir sur les composants. On pourrait évidemment pousser un petit peu plus loin, mais on va déjà commencer par une mise en pratique dans un atelier que je vous présente tout de suite. Donc le but va être de créer un nouveau projet que vous allez appeler component test et de générer un composant que vous nommerez list student. Donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez forcément deux composants, votre app component et le list student component. Ajoutez un attribut students dans la liste, dans le composant list students, qui est un tableau et qui contiendra des objets. Les objets auront deux attributs, prénom de type string et âge de type number. Dans la méthode ngOnInit, on discutera du cycle de vie des composants plus tard, mais c'est une méthode qui s'exécute à la fin de l'initialisation d'un composant. Donc, une fois que le DOM est chargé, ngOnInit s'exécute. Donc dans cette méthode ngOnInit, vous allez initialiser le tableau de façon à ce qu'il contienne 3 étudiants. D'accord? Donc dans cet attribut students, onInit, vous voulez remplir l'attribut students avec 3 étudiants. Donc 3 objets avec prénom et âge. Pour le template, vous n'utiliserez pas template URL, et pour l'exemple, vous utiliserez template qui vous permet de ne pas mettre un lien vers un fichier HTML comme template URL, mais directement un template HTML directement dans les métadatas de votre composant.
Donc c'est juste pour essayer. C'est pas forcément un cas où ça serait recommandé de faire ça, mais ça vous permet de voir une alternative à template URL. Quand vous avez un template simple, vous pouvez le mettre directement dans les métadatas. Et le but, ça va être concrètement d'afficher tous les étudiants qui sont dans le tableau Students à l'intérieur de ma page web, donc à l'intérieur du template de mon composant. Indication, il va falloir utiliser la directive ngFor, qu'on n'a pas encore vue pour l'instant, mais la directive ngFor, elle nous permet de faire une duplication. Je vais essayer de vous trouver un exemple simple. On va prendre celui-ci. Donc ici, par exemple, sur un LI que j'aurai à l'intérieur d'un UL ou d'un OL, par exemple, je peux placer cette directive ngFor et au minimum, je dois écrire dedans cette partie-là. Donc tout ça, c'est facultatif, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais il va falloir écrire cette partie-là et ça veut dire que ma balise LI va être dupliquée autant de fois qu'il y a d'items dans ma collection items. Donc pour vous, items, ce sera students. Et que chaque item qui fait partie de cette collection items sera représenté tour à tour dans cette variable. Donc vous pouvez afficher les propriétés de item à l'intérieur de votre LI pour pouvoir simplement parcourir en fait votre objet. Donc c'est un moyen de boucler sur une collection directement dans le template. C'est-à-dire que là, si j'ai 3 items dans ma collection item, et ben j'aurai 3 LI avec item qui prend tour à tour la valeur du premier item, du deuxième item et du troisième item. Si vous en avez 10, et ben ça fait ça 10 fois, vous aurez 10 LI avec item qui prend tour à tour la valeur de chaque item dans votre collection. Donc vous devez faire la même chose, mais pour des étudiants, et vous n'aurez pas besoin de cette partie-là donc. Cette directive ngFor, on le reverra plus tard dans le diapo sur les directives, mais pour l'instant, le but c'est simplement d'en faire une utilisation basique dans cet exercice pour travailler un petit peu sur le data binding entre nos composants templates et nos composants TypeScript. Si vous n'y arrivez pas, vous avez juste à regarder la correction que vous aurez juste en dessous dans l'article, dans le module de cours. Merci à vous et bonne journée. Je vous souhaite bonne chance pour l'atelier.